Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau live de la Fondation Symptotherm. Et au programme du jour, nous avons Aurore, que je suis en train d'inviter, qui va venir nous parler de tout ce qui est et de tout ce qu'on peut retrouver en fait, au fond de notre culotte. Alors, Aurore. Bonjour Aurore. Bonjour Fabienne, ça va? Ouais, t'as vu, je suis dans le jardin. Ouais, t'as de la chance. Il fait soleil, ouais. Là où je suis, il n'y a pas de jardin. Ah, mais moi j'ai du soleil. Ouais. Bah ouais. Bon, alors, au programme du jour, mes pertes sont-elles normales? Est-ce que tu peux nous donner des idées déjà? Oui, alors déjà, avant de parler de si elles sont normales ou anormales, du coup, je voulais un petit peu peut-être définir ce qu'étaient les pertes. Donc, il y a les pertes vaginales, il y a ce qu'on appelle les leucorrhées. Puis dans les pertes vaginales, du coup, il faut différencier les pertes pathologiques et les pertes physiologiques. Donc, justement, avec la symptothermie, ce qu'on s'attache à regarder, c'est justement les pertes physiologiques. Oui. C'est-à-dire, D'ailleurs, je vais faire un aparté tout de suite. Le terme de leucorrhée est quand même très gênant parce que leucorrhée renvoie souvent aux pertes pathologiques. ouais. Ouais. Et souvent, oui, on ne sait pas trop à quoi ça se réfère. Et puis, perte vaginale aussi. Perte vaginale, on ne sait pas si on parle justement de la glaire cervicale ou des squamations vaginales. Du coup, l'idée, c'est un petit peu de savoir qu'en fait, il y a plusieurs types de pertes. Oui. Et quand s'inquiéter. Parce que souvent, si on n'est pas initié à la symptothermie et puis à la découverte de son corps, même on peut penser qu'il y a des pertes qui sont anormales alors qu'en fait, elles font partie du cycle tout à fait Oui. normal du corps. Donc, on peut se dire, mince, tiens, tous les mois, j'ai des pertes. Ça part, c'est bon, c'est que ça allait. Mais en fait, Oui, non, oui, ces oui. pertes sont... Oui, j'ai eu pas mal de contacts de clientes ou futures clientes qui me disaient ah bon, je suis pas malade? Voilà, Oui. c'est ça. Donc oui, en effet, donc il y a des pertes qui sont physiologiques. Donc il y a les pertes du col de l'utérus, donc ce que nous on observe en symptothermie, qui sont différentes selon le moment du cycle. Donc elles sont sécrétées par le col de l'utérus et puis en fait elles varient justement. Donc après les règles, soit on n'observe rien, donc soit elles commencent à être un petit peu plus blanches, d'aspect un peu plus crémeux, pâteux, mais pas grumeleux et du coup elles sont normales. Parfois, on les retrouve sur la lingerie, donc un petit peu séchées. Donc, on se dit, c'est là qu'on se rend compte que oui, il s'est passé quelque chose si on l'a pas observé au préalable. Et après, tout au long du cycle, elles évoluent, elles changent. Parfois, elles sont un peu plus abondantes. Et autour de l'ovulation, justement, elles sont beaucoup plus filantes, d'aspect un peu blanc d'œuf cru. Et après Oui. l'ovulation, elles changent un petit peu. Mais Oui. tout ça, c'est normal. Oui, en fait, Voilà. moi j'aime bien le terme qu'on utilise en symptothermie, qui est élixir, plutôt que glaire cervicale, parce qu'au niveau de la physiologie, le col sécrète 5 types de glaires cervicales différentes, et c'est le mélange que l'on voit et qui forme l'élixir. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on a une grande variabilité au cours du cycle et d'un cycle à l'autre, parce que ces sécrétions ne sont pas toujours faites dans des proportions identiques, ni mélangées, ni visibles dans des proportions identiques. Ni au même moment dans le cycle. Oui. Ouais. Et Donc, c'est c'est aussi pour pour ça que ça, c'est important. Mm. et c'est aussi pour ça que des fois, en tout début de cycle, on peut voir des pertes un petit peu épaisses, comme on peut voir après l'ovulation. C'est parce qu'en fait, c'est les restes du cycle précédent qui font descendre ce type de glaire. Oui. Et justement, ce type de glaire, il est très différent et il peut être mélangé à un autre type de perte blanche. Donc, en Oui, symptothermie, justement, on, on aide parfois nos clientes à différencier la glaire cervicale, l'élixir qui est très différent, qui est un mélange de glycoprotéines, qui est là justement l'élixir de vie pour nourrir les spermatozoïdes. Donc, il a une fonction et il a une structure particulière aux desquamations vaginales
qui sont justement tout ce que le vagin est en train de sortir, parce que le vagin, il est auto-nettoyant et du coup, il y a toutes sortes de sécrétions aussi que le vagin, du coup, dans son nettoyage, il doit sortir. Oui, Donc, puis il y a aussi des pertes qui vont être liées à la libido, qui vont être sécrétées au niveau du vagin. Hein, il y a les pertes il y a les sécrétions de nettoyage, mais il y a aussi les sécrétions liées au rapport ou aux envies de oui, rapport. oui, tout à fait. Mais du coup, dans une journée, si on n'a pas forcément de rapport, quand on s'observe, par exemple, en symptothermie, si on hésite entre la glaire cervicale ou des desquamations vaginales, justement, on observe en mettant la sécrétion dans un verre d'eau que justement, elles sont, si ça se dissout, c'est que c'était pas de l'élixir. Et si ça se dissout pas, c'est que, enfin, pardon. Et si ça se dissout, c'est que c'était des desquamations vaginales. Je sais pas si on a Oui, compris là. je dis enfin, souvent, moi, je dis que l'élixir, c'est comme de la mayonnaise. C'est un mélange de gras, d'eau, de protéines. Et C'est résultat, ça, c'est ouais. comme si on mettait une cuillère de mayonnaise dans un verre d'eau. Si on mélange, Et ça se mélange. Voilà. il faut vraiment Ouais. mélanger. Sinon, Oui, ça fait un paquet. oui, c'est comme l'huile, on peut le voir, ouais, dans de l'eau. Donc voilà. Donc en effet, il y a toutes les sécrétions aussi donc liées au rapport. Ouais. Donc la lubrification naturelle du vagin lors de l'excitation. Et, euh, et souvent, aussi, ce qu'il ne faut pas confondre, c'est ce qui dérange parfois les femmes aussi, c'est les odeurs. Mm. Parfois, on se dit, ah oui, en fait, ça sent quelque chose, il y a une odeur, c'est normal. Et en fait, c'est comme nous, notre odeur corporelle, euh, on a toute une odeur et à ce niveau-là aussi, on a une odeur. Donc, il ne faut pas forcément être gêné par cette odeur, sauf si elle devient vraiment différente et problématique et qu'elle commence à être vraiment malodorante. Oui. Là, c'est là où il y a un petit problème. En fait, ce qui va marquer le problème, c'est le changement d'odeur ou si elle devient vraiment envahissante. C'est ça. Et si elle est accompagnée aussi de pertes vraiment de plus en plus abondantes, qui ont un aspect qu'on n'avait pas forcément identifié auparavant, des fois ça peut être même mousseux, ça peut être pâteux, beaucoup plus pâteux que ce qu'on observe aux alentours de l'ovulation. Oui. Mais justement, c'est ça qu'il faut essayer de déterminer. C'est que si, comme, euh, comme on le voit au fur et à mesure des cycles, on a de la glaire cervicale, mais si est-ce que là, ces pertes, elles sont différentes par rapport à d'habitude et si elles sont vraiment malodorantes, elles nous gênent aussi, accompagnées de brûlures, de démangeaisons, d'un gonflement de la vulve, ce genre de choses. Et parfois, il y a un changement de couleur aussi. Les pertes, si elles deviennent verdâtres, là, c'est direct chez le médecin. Il Oui, n'y a même pas de question à se poser. Les pertes, elles sont censées être entre le blanc, le rosé à certains moments du cycle et et le jaunâtre. Toutes les autres couleurs, ça peut interroger. c'est ça. Rosé, c'est Rose, quand il y a un petit peu de sang oui, ou qui légèrement peut se mouiller. brunâtre. Voilà. Et ça, c'est pas anormal. Justement, parfois, il y a du spotting, des petites gouttes de sang qui sont par exemple autour de l'ovulation ou avant les menstruations. Et la couleur peut aussi, du coup, interloquer. Mais en fait, quand on a des pertes brunâtres, c'est pas anormal. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste le sang qui a été en lien avec l'air, l'oxygène, il s'est oxydé et du coup, le sang, il a une couleur un petit peu marron. Donc ça, c'est pas anormal Mm. non plus. Donc c'est pour ça, faut bien faire la différence entre voir les couleurs, la texture, les odeurs, du coup, pour être sûr qu'on est en présence d'une flore non Normal. pathologique, normale, et, et pas une flore pathologique. Ouais. Et puis il y a la notion de quantité aussi. Pour avoir eu des clientes qui souffraient régulièrement de mycose, euh, souvent quand il va y avoir une mycose, il va y avoir une augmentation des sécrétions, Oui, une augmentation des sécrétions de nettoyage qui vont être en fait là pour faire un peu un effet de chasse d'eau et repousser les germes vers la sortie, vers l'extérieur. Et du coup, on va pouvoir observer des pertes que l'on a peut-être déjà vues, mais dans des quantités qui sont réellement inhabituelles. Plus les sensations de brûlure, voire des changements de couleur aussi au niveau de la peau, vraiment comme mm, une brûlure. Et puis,
une acidité, parce qu'il y a ça aussi. Le vagin, il est auto-nettoyant, mais il est habituellement acide pour, pour éliminer tous les germes. Il n'y a qu'au moment de l'ovulation où il va vraiment devenir neutre au niveau du col de l'utérus pour permettre aux spermatozoïdes de survivre. Les spermatozoïdes, il leur faut un pH neutre. Mais le fond du vagin, lui, va rester acide pour éviter qu'il y ait des germes qui puissent y rester. Et du coup, même en période d'ovulation, s'il y a une mycose, il va y avoir beaucoup de sécrétions, mais des sécrétions de nettoyage qui, du coup, vont être beaucoup plus abondantes et beaucoup plus acides. Et ça peut être acide jusqu'à brûler. Oui. D'ailleurs, justement, l'acidité, enfin le pH vaginal, le pH, pour celles qui connaissent pas ce que c'est, donc c'est quand même le potentiel hydrogène vaginal et il est important, ce que tu viens de mentionner, parce que le, le pH du vagin, faut qu'il soit justement équilibré. Donc, on a notre flore bactérienne du vagin, on a beaucoup de flores différentes et celle du vagin, elle est particulière parce elle est équilibrée grâce à des bactéries qui s'appellent surtout les lactobacilles qui sont là vraiment pour créer cette acidité. Et justement, les mycoses ou les vaginoses, c'est quand en fait cet équilibre il est un petit peu rompu. La mycose, du coup, c'est quand il y a un champignon qui est là. La vaginose, c'est surtout quand il y a une autre type de bactérie pathogène qui s'est installée justement par rapport aux autres bactéries. Et c'est ça qu'il faut vraiment faire attention, c'est-à-dire qu'on peut agir, nous, pour ne pas que ça arrive aussi, des équilibres. Parce qu'il y a plein de choses, justement, par rapport à l'odeur, par rapport à l'hygiène, qu'il ne faut pas faire. Parce qu'on se dit, tiens, ça sent mauvais, ou alors il faut que je sois propre. Et il y a des choses qui peuvent vraiment dérégler cette flore, et notamment les douches vaginales, qu'il faut surtout pas faire, parce que justement, en fait, ça vient, toutes ces bactéries qui tapissent la muqueuse à l'intérieur du vagin, et en fait, on l'enlève. Donc toute la couche de protection, hop, on la, on la bazarde. Et du coup, c'est là que ça peut créer un terrain propice à la prolifération des mauvaises bactéries ou des champignons. Donc, c'est vrai que l'hygiène aussi est importante, mais il ne faut pas une hygiène aussi trop. Oui, et c'est pareil avec les toilettes intimes au savon. C'est ça, oui. Oui, il ne faut pas que ce soit trop. Faut que ça garde, justement. Un pH neutre, ce serait l'idéal, justement, pour pas que ce soit un pH trop alcalin, pour pas justement déséquilibrer l'acidité du vagin. Oui. Ouais. Oui. Donc, les douches vaginales, on oublie. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, perte, on a parlé de tout ce qui était perte normale et anormale. Le corée, élixir. Un mot sur les menstruations. Ça fait aussi partie des pertes. Par rapport, oui, par rapport aux différentes couleurs. Oui. Après, les menstruations, il y a les pertes qui peuvent être très abondantes aussi. Alors là, justement, il faut savoir un petit peu à partir de quel moment on parle de menstruation abondante. Il y a justement un petit tableau qu'on peut remplir par rapport à ce qu'on utilise comme protection, donc soit serviette, soit tampon, soit cup, parce que normalement, on n'est pas censé excéder plus de 80 millilitres. Oui, 80 millilitres. Donc, à partir de là, on peut dire qu'on a des règles vraiment abondantes. Donc, ça peut être important et puis nécessaire de se dire, là, est-ce que je suis dans la normalité ou pas? Alors, le tableau, ça s'appelle le score de IGAM, H-I-G-H-A-M. Et on trouve assez facilement sur Internet des documents pour noter. Et ça va faire une équivalence, en fait, par rapport au nombre de protections et au degré de souillure des protections. Pour faire le calcul. Et puis après, la cup, c'est facile. C'est ce que j'allais dire avec la cup, là, c'est royal. Mais là, on voit. Oui, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui utilisent des culottes aussi de protection et c'est un petit peu plus compliqué de faire le score parce que les culottes, elles sont foncées. Donc, oui.
Après, on se rend compte aussi si c'est des culottes très absorbantes, moyennement absorbantes ou pas, et si on doit les changer. Par exemple, si on doit en changer, je sais pas si on a 2 culottes absorbantes par jour qu'on doit changer, là, ça pourrait essayer. Enfin, je pense qu'on pourrait faire l'équivalence avec les serviettes hygiéniques peut-être. Oui, oui, oui. Puis bon, c'est aussi un indice qui permet de savoir si on est dans des règles abondantes ou si on rentre dans l'abondance pathologique. Parce que de toute façon, si Mm. on rentre dans l'abondance pathologique, soit c'est parce qu'on est en périménopause et ça fait partie des étapes assez habituelles, mais qui nécessitent quand même un suivi médical, soit on est sur un autre, on est vraiment dans l'âge fertile et on est aussi sur des pertes pathologiques. Et là, comme on est sur des pertes pathologiques, pathologie égale médecin. Pas sage-femme, C'est ça. médecin. Donc, Oui. ça donne aussi des indications. Oui, tout à fait. Et puis, quand on parle de règles, il faut être sûr qu'on parle de règles, c'est-à-dire que c'est pas avec une contraception hormonale. Avec le stérilet, ça peut être, du coup, c'est des menstruations vu qu'il y a ovulation, mais il faut être sûr qu'il y ait eu ovulation au préalable. Parce que si c'est des saignements intermenstruels abondants, là aussi, c'est problématique. Oui, Mais il faut être sûr aussi de savoir si ce sont des règles ou des saignements intermenstruels. oui. Et puis, au niveau des saignements sous pilule, c'est pas forcément normal non plus, hein. Parfois, on rencontre des femmes qui ont 3 semaines de saignement sous pilule. J'ai testé pour vous. C'est pas spécialement normal, hein. C'est que la pilule n'est pas forcément super adaptée. C'est ça. Mais là, ça serait pas utile forcément de faire le score de IGAM vu que ce serait lié à la pilule Oui, c'est et pas qu'il n'y a lié pas au eu cycle. de menstruation avant. Voilà, c'est pas lié aux menstruations. Mais c'est vrai que du coup, il faut vraiment être sûr que bah, du coup, ce qu'on est en train de, de voir, c'est vraiment si c'est l'abondance de menstruation ou alors si c'est vraiment une abondance de saignement. Et là, du coup, bah, il faut voir d'où ça vient et pourquoi ils sont là. Il y a aussi, alors quand on parle des saignements, il y a aussi des saignements, ce qu'on appelle les hypoménorrhées, où, où à la place de règles, j'allais dire, avec un flux normal, on va se retrouver avec un mini-flux. Mm. Là, ça peut être aussi un signe de problème. Là aussi, hein, j'ai déjà rencontré. On est sur des personnes qui, en fait, ont un cycle qui tourne, je veux dire, qui tourne encore, qui tourne, mais qui a du mal à tourner. Et c'est intéressant d'aller voir pourquoi il y a des règles très faibles. Généralement, ça va être des raisons d'hygiène de vie avec beaucoup de fatigue, de l'anémie. Les deux d'ailleurs étant souvent liés. Hein, donc tout ce qui va être hypoménorrhée du style j'ai une journée de saignement et c'est à peine si je mets une protection. Ouais, avec du spotting et puis un jour avant, un jour après, et puis voilà, c'est tout quoi. Voilà, Comme, voilà. Hein, et à peine besoin d'une protection. À la limite, les protège-slip suffiraient. Là, on est sur de l'hypoménorrhée et il faut aller voir ce qui se passe derrière. Donc là aussi, la symptothermie, ça va nous donner des indices intéressants. Parce qu'on oui, on va voir ce qui se passe au niveau du cycle. tout à fait. Ouais. Donc, Donc c'est vrai que on a parlé comment? des hyperménorrhées, on vient de parler des hypoménorrhées. Il nous reste tous les saignements bizarroïdes. Oui, bah il y a la couleur aussi. Donc Oui, du coup, j'ai déjà mentionné un petit peu avant. Parfois, on commence les règles par un petit peu de spotting, donc c'est du sang qui est un petit peu marron et et c'est pas un saignement anormal, c'est juste bah du coup lié à l'oxydation. Il y a la oui, couleur, pardon, du sang qui peut être du coup rouge sang, noir, rosé ou orange. ouais. Donc, celui qui est vraiment pathologique et là où il faut vraiment essayer enfin, consulter tout de suite un médecin, qui est quand même relativement rare, c'est le sang orange. Mm. Donc, après les autres, il n'y a pas forcément de pathologie grave liée à ces saignements. Mais c'est vrai que regarder la couleur du sang peut être très intéressante aussi. Pardon. Ah, t'as un chat dans la gorge.
Ça, et puis regardez Oui, aussi le nombre de jours de spotting, parce que c'est une chose qu'on voit assez régulièrement. C'est 4 jours de spotting avant les règles, 4 jours de spotting après les règles. Ça commence à faire long. oui, c'est vrai aussi. Hein, La durée, oui. ouais. Oui, Donc c'est vrai. ça fait partie des choses qui sont intéressantes à regarder. Et puis s'il y a du spotting en cours de cycle, c'est des choses qui arrivent aussi. Ça peut être du spotting périovulatoire, ça peut être des saignements de nidation, ça peut être le col qui réagit à un rapport un petit peu trop tonique, ou à du sport, ça arrive aussi. Hein. Des femmes qui ont fait un petit peu trop de cheval et qui, à un moment où le col était fragilisé. Si ça arrive une fois sur un cycle, il n'y a pas de souci. Si ça se répète cycle après cycle, là, ça peut être intéressant d'aller regarder ce qui se passe. Oui, tout à fait. Hein. Après, c'est pas si fréquent que ça. Hein. Je ne sais pas toi dans tes clientes, mais des spottings Non. comme ça. Il y en a souvent un jour avant les règles et puis un jour après. Mais sinon, non, j'ai pas eu de gros spotting. Ouais. Sauf chez une cliente, mais on savait là à ce moment-là qu'il y avait en effet quelque chose. Oui. Mais elle savait Oui. ce qui se passait. Ouais. Spotting périovulatoire, ça j'en vois de temps en temps. Moi-même, je l'ai vécu pendant. J'ai eu des épisodes dans ma vie où j'en avais très régulièrement. Une de mes sœurs aussi, d'ailleurs. Elle était abonnée au spotting périovulatoire. Bon. Et voilà. Après, ces spottings-là, ils vont et ils viennent. Hein. Même si on est abonné, en fait, il y a toujours des mois où on n'en a pas. C'est aussi ça qui est intéressant de regarder, c'est comment ça se passe, comment le cycle tourne. On n'est pas sur un indice tout seul, on est toujours sur un ensemble d'éléments. Le, tout ce qui va être spotting et saignement, en fait, ça fait partie des signes de fertilité au même titre que l'élixir et la température. Oui, c'est pour ça que c'est intéressant de noter un petit peu tout ce qui se passe dans un cyclogramme, parce que comme ça, on sait vraiment d'un cycle à l'autre qu'est-ce qui s'est passé aussi. Oui. Donc, comme tu disais que c'est pas forcément tout le temps, donc comme ça, on peut voir s'il y a eu plus de fatigue, s'il y a eu d'autres choses dans un stress ou quelque chose qu'on a mangé ou une maladie. Donc, c'est intéressant aussi de voir selon les cycles qu'est-ce qui s'est passé. Donc, tout ça, on peut le consigner et l'observer grâce à la symptothermie. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser que on a quand même beaucoup de femmes qui cessent de remplir leur cyclogramme dès qu'elles ont validé leur fenêtre de fertilité, en disant c'est bon, tranquille, je suis en infertilité, on n'a plus besoin du préservatif. Et c'est là qu'on loupe ce type d'information. Mm. Oui, parce que du coup, on pense plus forcément aussi à s'observer ou à rentrer dans l'application ou sur le papier. Oui, c'est vrai. Ouais. Et même quand on commence à être plus experte aussi, où on n'a plus besoin de s'observer tous les jours ou avec plus d'assiduité, où on s'observe peut-être autour de l'ovulation. Et c'est vrai qu'en fait, on perd un petit peu toutes ces informations-là. Si elles sont pas très flagrantes, ben, on les marque pas forcément. Oui, en fait, c'est pas qu'on ne s'observe pas, c'est qu'on ne note pas tout ce que l'on observe. Mm. Et C'est ça, oui. ça, c'est important de faire la distinction parce que le mode expert, c'est pas abandonner les observations, c'est noter les observations essentielles. Oui, Et, et en fait, ce genre d'observations, ce sont des observations essentielles, non pas à la contraception, mais au suivi de sa santé. D'ailleurs, on devrait toutes faire au moins un cycle complet d'observation par an, avec prise de température et notation de J1 à la fin, au moins une fois par an pour voir comment ça se passe. Je ne sais pas si tu le fais c'est bon. encore. Comment ça évolue en fonction. Moi, je le fais pas par an, mais il y a des moments où je me dis bon bah là, enfin, je me dis pas tiens là c'est le moment de le faire, mais il y a des moments où je me dis bon bah là, je vais commencer à tout noter pour voir comment ça se passe, mais j'ai pas
forcément une régularité. Oui, moi c'est pareil, Ouais. c'est pas. Moi, il y a des moments où je sais que je suis un peu plus bousculée dans ma vie. Et du coup, je Ouais. passe en observation quotidienne, je vais dire permanente. Je note tout. Je note tout, tous les jours. Là, c'est depuis quand? Depuis janvier, euh, je documente tous mes cycles. Parce que Mm. j'ai eu des grosses échéances professionnelles. Donc, avec du stress, je note tout. Comme une débutante. Pire qu'une débutante. Mais c'est important parce que ça permet de comprendre quels sont les impacts de notre mode de vie sur notre cycle. Et puis, ça nous évite aussi d'avoir des mauvaises surprises. Hein. Quand on Oui, a... même si les impacts, on les connaît déjà, mais c'est vrai qu'on a tendance peut-être parfois à l'oublier, puis se dire, ah, c'est vrai, pour pas que ça nous tombe dessus. Même au niveau, enfin moi encore, là, j'ai eu des cycles un petit peu plus courts ou plus longs, mais je sais pourquoi c'est, mais c'est vrai que j'avais oublié de noter, puis là, j'aurais pu vraiment avoir les données qui étaient là. Et c'est vrai que c'est encore plus important quand on est en période, comme tu dis, de stress, parce que c'est là où les données sont vraiment importantes. Bah oui, quand on se retrouve à ovuler à J28, c'est important de savoir que l'ovulation était à J28 et de ne pas attendre ses règles à J28, par exemple. Oui, bah après c'est coup de panique, test de grossesse, et puis en fait, non, on n'a juste pas encore ovulé. Mais ça, c'est les grands classiques des périodes de stress, période d'examen, déménagement, par exemple, ou grosse période, gros dossier professionnel. C'est classique. Oui, c'est surtout en plus les moments où on ne pense pas à s'observer. Les moments où c'est plus facile de louper un petit peu ces observations ou de louper la prise de température au réveil, alors qu'en soi, c'est le moment où ce serait le plus important de le faire. Oui, et en même temps, la prise de température, c'est 30 secondes. Donc, Ouais, c'est quand même, voilà, 30 secondes. On ne peut pas dire que ça soit une charge dans la journée. c'est ça. Il faut pas l'oublier. C'est tout. Et oublier de la reporter. Ouais, ouais. Euh, donc, on a parlé des couleurs, on a parlé des odeurs, on a parlé de l'abondance. Euh, oui, il y a juste un truc. On parlait de l'abondance de l'élixir par rapport à tout ce qui était pathologique. Il y a une notion qu'on n'a pas abordée, c'est tout ce qui est, alors ce qu'on appelle nous l'élixir fou. Ces phénomènes de détox qu'on voit aussi souvent en post-pilule. Ouais. Bah, il y a l'élixir fou, oui, c'est ça, c'est en période de post-pilule, mais c'est souvent aussi quand justement on n'a pas parlé de la pilule, c'est-à-dire que la pilule, on n'observe pas justement toutes ces variations de, de perte. Et c'est ça aussi qui peut être déroutant, c'est-à-dire qu'on passe d'un moment où on n'a pas grand-chose, où on a quand même les desquamations vaginales parce que le vagin continue quand même à s'auto-nettoyer, c'est normal. Mais c'est vrai qu'on passe de ça à peut-être justement l'élixir fou, où là on recommence à avoir de l'élixir, où là le corps recommence à sécréter le col surtout du coup de la glaire. Et aussi il est là pour justement évacuer ce qu'il y avait avant, parce que le vagin auto-nettoyant, il participe aussi à la détox du corps et à la détox justement des, Des de hormones. tous des hormones de la pilule. Voilà, c'était le mot hormone qui me manquait. Oui, et quand on dit pilule, c'est aussi un raccourci parce que la pilule, c'est un cachet qu'on avale, Oui, mais les hormones contraceptives, elles existent aussi dans le stérilet hormonal, qui en plus, lui, est vraiment localisé au niveau de l'utérus, et les anneaux vaginaux, qui sont vraiment collés contre le col ouais. de l'utérus. Et c'est ceux qui vont balancer le plus de... C'est souvent ceux qui vont venir, je vais dire, contrarier le plus la glaire, parce qu'ils sont vraiment dans la proximité immédiate. Mm. Et du coup,
quand on retire, quand on cesse d'utiliser ces dispositifs, il faut que les glandes se réveillent dans le bon sens. Hein. Donc, généralement, il y a un petit moment de panique où ça sécrète dans tous les sens. Et puis, souvent, ça sécrète beaucoup parce que ça nettoie aussi. C'est ça. Et ouais. Mais bon, ça, on a l'habitude, hein, nous. Oui. Mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est important d'être accompagné à ce moment-là parce que on peut se dire, bah tiens, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je suis malade parce qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de sécrétions et en plus elles sont surabondantes. Donc on peut les confondre avec justement des pertes pathologiques. Alors qu'en fait, ça n'en est pas forcément. Mm. Après, c'est vrai qu'il y a les pertes aussi surabondantes liées à l'hygiène alimentaire Oui. ou à la détox qu'on peut faire là au printemps, par exemple. Donc, c'est aussi le principe d'auto-nettoyage du corps. Le corps, il nettoie l'utérus. Du coup, c'est un émonctoire, c'est une porte de sortie du corps et puis il permet aussi de nettoyer par là. Et c'est pour ça que ça peut faire beaucoup plus de pertes, des pertes plus abondantes, plus conséquentes. Mm. Mm. Ouais, donc, il y a ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Et puis, il y a aussi des choses qui sont normales par rapport aux périodes de vie, par rapport, comme tu disais, perturbateurs endocriniens. Le plus grand perturbateur endocrinien, de toute façon, c'est la contraception hormonale. Mais on en a plein aussi dans notre environnement. Et puis, après, on va avoir les perturbations alimentaires avec des régimes alimentaires qui vont être pro-inflammatoires, qui vont augmenter les sécrétions. Ou parfois des problèmes d'hygiène intime qui vont aussi venir soit déréguler, soit augmenter les sécrétions. Mm. Tout à fait. Okay. Et du coup, l'hygiène intime, on en a déjà parlé. Puis pour les sécrétions liées à l'alimentation, du coup, ça dépend. Si on est accompagné ou pas en symptothermie, on sait, nous, on pose des questions justement pour savoir si ces pertes, d'où elles viennent, de quel type elles sont, si c'est justement de la glaire cervicale ou des desquamations vaginales, et du coup, essayer de comprendre, du coup, pourquoi elles sont là et plus abondantes. Donc, nous, on vous accompagne, on accompagne justement à comprendre justement pourquoi, si elles sont pathologiques, physiologiques et s'il faut s'en inquiéter ou pas. Oui, et ça fait partie du rôle normal des conseillères de la Fondation, même celles qui ne sont pas naturopathes comme toi et moi. Oui, tout à fait. Après, en tant que naturopathe, on va aller plus loin sur certaines choses, mais tout, on va déjà identifier ce qui relève de l'élixir et ce qui n'en est pas, et ce qui relève du normal et ce qui ne l'est pas. C'est ça. Ouais. Ok, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour conclure? Non, je pense qu'on a fait le tour. Juste essayer justement, l'idée c'était de vous donner un petit peu les pistes pour ne pas vous alarmer si justement vous avez des pertes qui vous semblent anormales. Voilà, vous avez quelques clés pour maintenant savoir si elles sont physiologiques ou non et essayer de contacter le médecin quand justement il est nécessaire de le faire. Donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Oui, et puis de toute façon, celles qui sont en suivi, quand elles ont un doute, elles nous posent la question et nous, on va lui dire, on va répondre si y a urgence à consulter ou si c'est normal. Est-ce qu'on est dans la physiologie ou est-ce qu'on est dans la pathologie et s'il y a une urgence à consulter ou pas. Ça fait partie des points d'alerte que nous, on peut donner. C'est ça, tout à fait. Ouais, donc pour te contacter, lien en bio. Et on prendra un appel découverte. Dans l'appel découverte, il faut noter le nom. Donc, toi, c'est Aurore. Et puis, autrement, si vous voulez simplement un appel découverte ou voir la conférence de présentation sur la méthode qui a été faite et qui est disponible en replay, vous avez aussi les liens dans la bio. En fait, le lien en bio vous amène sur une page où vous avez tous les liens utiles pour nous contacter, pour en savoir plus sur la méthode. Merci Aurore. Je te dis à bientôt. Merci Fabienne.
Merci pour ce super sujet. C'était super intéressant. Et puis, je te dis à bientôt pour notre prochaine réunion. Voilà, à bientôt et puis bonne journée. Et merci à toutes celles qui nous ont Au revoir regardés. à tous.